Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Comme d'habitude, voici une nouvelle vidéo sur le catastrophe. C'est déjà l'épisode 7. Si vous avez raté les précédents épisodes, ne manquez pas de regarder la playlist, vous verrez qu'il y en a déjà plusieurs qui sont intéressants. Allez, on est parti. Vous êtes aux urgences le 31 décembre et vous recevez un homme de 31 ans qui est amené par ses amis et ils viennent d'un immeuble abandonné. L'homme aurait eu une douleur dans la poitrine, puis aurait perdu connaissance depuis 2 heures et ses amis rapportent aussi une consommation chronique de drogue. Ils ne vous en disent pas plus par contre et vous prenez les paramètres que je vous lis, donc 36 de température, 36 degrés Celsius, la tension qui est à 90 sur 45 mm de mercure et qui est symétrique, la fréquence cardiaque à 130 battements par minute, une fréquence respiratoire à 30 cycles par minute, une saturation sous 5 litres d'oxygène à 90%, et votre examen clinique trouve des extrémités froides avec des crépitants bilatéraux, un état stuporeux, des pupilles isochores intermédiaires et de la poudre blanche sur la narine droite. Donc voici le cas que je vous présente aujourd'hui. La première question, que demandez-vous en urgence? Donc immédiatement, j'attends une seule réponse, en tout cas dans les réponses, il n'y en aura qu'une qu'il faudra retenir. Parmi un ECG, une glycémie capillaire, le dosage des toxiques urinaires, un scanner cérébral ou bien une NFS. Par la suite et pour celui-là, je vous laisse faire pause et je vais continuer. La bonne réponse était une glycémie capillaire, puisque comme vous le savez très certainement, puisque vous avez vu les précédentes vidéos, dont le topo sur l'hypoglycémie, tout trouble neuro égale dextro, et le patient est dans un état neurologique qui ne semble pas parfait, puisqu'il est stuporeux. Donc premier examen complémentaire, si on peut dire ainsi, on considère même que c'est de la clinique, c'est doser la glycémie capillaire. Vous réalisez donc la glycémie capillaire qui est à 1,3 g par litre. Ouf, tout va bien. Vous faites un ECG que je vous propose. Et je vais vous laisser faire pause afin de l'analyser confortablement en prenant votre temps, tout le temps que vous voudrez. Et puis, bien évidemment, je vais vous demander de l'interpréter dans le prochain QCM. Alors j'avance. Faites pause, vous avez encore une seconde. Que conclure de cet électrocardiogramme? Proposition A, le rythme est sinusal. B, en TACFA. C, il y a un bloc de branche gauche. D, une onde Q de nécrose. Et E, sus-décalage et miroir. Je vous laisse faire pause et j'avance. Les réponses attendues étaient un rythme sinusal. Il n'y avait donc pas de TACFA. Il n'y avait pas de bloc de branche gauche, mais une onde Q de nécrose et un sus-décalage ainsi qu'un miroir. Je vous propose l'explication tout de suite. Vous pouvez constater l'électrocardiogramme ici représenté avec quelques annotations. Alors pour commencer, l'onde Q de nécrose que vous pouvez voir en bleu en haut à droite de l'écran, qui est en réalité comme un trou électrique sous l'électrode qui l'enregistre. On dit qu'elle est significative à partir d'une certaine largeur, qui est de 40 millisecondes, et d'une certaine profondeur ou d'une amplitude qui correspond à peu près à 30% du QRS. Ça, c'est quand elle est significative. Alors revenons sur la notion du trou électrique. Et bien en fait, quand l'endocarde de la paroi opposée se dépolarise, et bien ça va générer en fait un courant positif mais qui s'éloigne
de l'endocarde vers l'épicarde. Et en fait, quand l'électrode va regarder ce trou opposé, il va voir quelque chose partir, puisqu'en fait, on regarde l'électrode, là où il y a donc le trou de nécrose, hein, eh bien, il n'y a pas de conduction. Donc, la seule chose qui va transparaître, ça va être le premier, le trou, d'accord? Donc, il n'y a rien, il n'y a pas de conduction électrique. Et puis, par la suite, donc, imaginez les cavités. Voilà, ça passe, ça traverse. Et puis, au bout, on va arriver tout d'abord à l'endocarde, puis à l'épicarde. Et comme le courant passe de l'endocarde à l'épicarde, on va voir quelque chose qui va fuir. Donc en fait, on aura l'impression d'avoir quelque chose de négatif, et c'est ça l'onde Q de nécrose. Elle est pronostique, et par ailleurs, pour cet électrocardiogramme, je vous ai encadré le sus-décalage avec le miroir, et je vous ai annoté en bas à gauche, par les petites étoiles, par les petits astérix, le rythme qui est sinusal. Revenons à notre cher patient. Vous avez prélevé un bilan biologique et je vous remets en haut à droite les paramètres cliniques, l'examen succinct en tout cas. Et vous constatez au bilan biologique qu'il a des leucocytes à 20 Giga par litre, une hémoglobine à 14 grammes par décilitre, des plaquettes à 250 Giga par litre, un sodium à 141, un potassium à 4,8, un chlore à 103, une CRP à 20, des troponines à un peu plus de 2000 alors que la norme est à 15 et une éthanolémie à un peu plus de 2 grammes par litre. La question est, quel diagnostic évoquez-vous? Donc il peut y en avoir plusieurs. Je vous propose un SCA-ST+ inférieur, réponse B, une intoxication à l'héroïne, réponse B, une myocardite, réponse D, une intoxication à la cocaïne, réponse E, un choc cardiogénique. Je vous laisse faire pause, prenez le temps, et puis j'avance pour vous donner les réponses. Les bonnes réponses étaient une intoxication à la cocaïne avec les traces de poudre blanche que vous avez notées au niveau de la narine et un choc cardiogénique. En effet, il y avait la tension qui était basse et l'origine cardiaque avec le syndrome coronarien. Donc, au total, c'est un choc cardiogénique sur un SCA-ST+, dans le cadre d'une prise de cocaïne et aussi d'alcool. Quelles sont les complications possibles d'une prise de cocaïne? Je vous propose les réponses suivantes. Donc, soit un myosis, B, un AVC, C, une CIBD, donc une coagulation intraveineuse disséminée, réponse D, un épanchement pleural, et réponse E, une ischémie aiguë de jambes. Vous pouvez faire pause, prenez votre temps, et je vous donne les réponses. Les bonnes réponses étaient donc l'AVC, la CIBD et l'ischémie aiguë de jambes. A savoir que l'intoxication par la cocaïne donne plutôt une mydriase. C'est l'héroïne et les opioïdes qui auront tendance à donner plutôt un myosis. Et l'épanchement pleural, alors c'était un peu vicieux, mais ça n'a pas tendance à donner d'épanchement pleural. Ça peut donner un épanchement gazeux, donc un pneumothorax, s'il y a une prise inhalée, répétée, intense, ou des toux, mais c'est un petit peu tiré par les cheveux. Par quel mécanisme maintenant la cocaïne peut provoquer une souffrance cardiaque? Je vous propose par thrombose coronaire, la réponse A, B par une dissection du sinus coronaire, réponse C une tamponnade gazeuse, réponse D un trouble du rythme cardiaque grave, réponse E une baisse de la post-charge. Je vous laisse faire pause et puis j'avance. Les réponses étaient la A, la C et la D, à savoir une thrombose coronaire. B, c'était en fait une dissection non pas du sinus coronaire, mais plutôt une dissection
des artères coronaires et il faut aussi penser à la dissection de n'importe quel vaisseau sanguin, donc une dissection aortique aussi. Il peut y avoir une tamponnade, qu'elle soit gazeuse ou bien liquidienne, et bien entendu un trouble du rythme grave, et quant à la post-charge, elle est augmentée et non diminuée. Un petit point sur la physiopathologie cardiaque de la cocaïne. Alors cette diapositive, vous l'avez certainement vue sur la vidéo des cardiotoxiques que je vous proposais. Et là, une explication un peu plus détaillée concernant l'intoxication à la cocaïne. La précharge, ça correspond approximativement au volume qui va être éjecté à chaque systole, et donc elle peut être modifiée par la prise de cocaïne en cas de forte sudation, parce qu'il y a une baisse de la volémie, ou bien en cas de diarrhée ou d'hémorragie. Dans ces cas-là, en cas d'hémorragie, il faut que l'hémorragie soit assez importante, et donc c'est pas vraiment par ce mécanisme principal qu'il va y avoir une souffrance cardiaque. Mais il peut y avoir une diminution de la précharge. L'inotropisme, c'est la force de contraction avec laquelle le volume sanguin va être éjecté, donc le volume de la systole. Eh bien, il peut être modifié par les troubles du rythme qui vont être induits par la prise de cocaïne, dont un fameux l'effet stabilisant de membrane, on va le détailler un tout petit peu plus après, qui va perturber la synchronisation des ventricules, la tachycardie, qui peut tout à fait induire une baisse de l'inotropisme, et les effets pro-arythmogènes, à savoir tachycardie ventriculaire et autres troubles d'exstabilité. La post-charge, quant à elle, c'est la force contre laquelle va devoir lutter le myocarde pour éjecter ce volume de sang dans l'aorte ou dans les autres vaisseaux d'ailleurs, mais on s'intéresse en tout cas ici un peu plus au ventricule gauche, donc ça va être ce qui va être dans l'aorte, donc les modifications de la paroi de l'aorte, donc une hypertension artérielle. Ça peut aussi être une dissection de l'aorte, mais en cas d'embolie pulmonaire, ça va augmenter la post-charge du ventricule droit. Et la cocaïne peut provoquer toutes ces choses-là, à savoir une hypertension artérielle, une dissection et même une embolie pulmonaire. Bref, au total, il va y avoir une baisse de la post-charge, ce qui veut dire que la cocaïne, ça peut donner un truc vide qui pousse mal contre un truc dur. Je ne vous détaille pas le métabolisme des cardiomyocytes, vous pourrez tout retrouver dans la vidéo des cardiotoxiques. Ici, un petit point rapide sur l'effet batmotrope qu'on dit de l'excitabilité, pour vous rappeler avec Batman. Dromotrope sera la vitesse de conduction avec cette course de dromadaire qui peuvent être à chaque fois perturbées par la prise de cocaïne. Il faudra se méfier surtout avec la cocaïne de l'effet stabilisant de membrane qu'on peut retrouver avec un élargissement du QRS. Vous retrouverez tous les détails dans la vidéo des cardiotoxiques, mais aussi la perturbation par les extrasystoles et la tachycardie ventriculaire, la fameuse. Bref, avec une intoxication à la cocaïne, il faut se méfier et donc rechercher les troubles de conduction et les troubles de repolarisation. La cocaïne en bref, alors il existe plusieurs modalités d'absorption de la cocaïne, mais elle est principalement sniffée, donc c'était une prise nasale avec les fameux rails, de plus en plus utilisée, de plus en plus courante parmi les jeunes, donc jeunes populations, hein, c'est la deuxième toxique après le cannabis. Et les effets sont assez rapides, vous voyez, en 2 minutes quand c'est sniffé, et une durée supérieure à ou approximativement d'1 heure lorsque la prise est sniffée, et c'est plus court quand la cocaïne est sous sa forme basique. Alors elle peut être encore sniffée ou prise en intraveineuse. Bref, il existe plusieurs modalités d'administration ou d'absorption qui peuvent, dans ces cas-là, raccourcir encore l'apparition des symptômes et raccourcir la durée des symptômes. On décrit globalement 2 phases, une phase positive, en tout cas qui correspond aux effets recherchés, puis une phase de descente
qui comprend les effets secondaires, ce que l'on va rechercher et ce qu'on va essayer de traiter malheureusement en cas de prise. Il faudra rechercher des troubles cardiovasculaires, donc les troubles du rythme, on en a parlé, l'hypertension artérielle avec toutes les complications que cela peut avoir, donc même un AVC hein, lié à l'hypertension artérielle ou des souffrances d'organes, n'importe quelle insuffisance d'organes, et des troubles de la coagulation. Donc encore une fois, les AVC, les ischémies, les thromboses, les infarctus, etc. Pour les troubles neuropsychiatriques, encore une fois l'AVC, comme ça vous vous rappellerez qu'il y a l'AVC, l'épilepsie, les troubles psychiatriques, donc au début une sensation d'hypervigilance, une sensation de force physique incroyable, puis après, rapidement, au bout d'une heure, les premiers effets secondaires comme la dépression et puis les fortes, une impossibilité de contrôler ses gestes. Il faut aussi se méfier des effets secondaires que j'appelle liés à l'administration, aux modalités d'administration. Donc on retrouve l'épistaxis, le pneumothorax, les hémorragies digestives et bien sûr, en cas de prêt de seringue, toutes les infections qui peuvent être transmises. Revenons à notre cas clinique. Vous avez donc tous les éléments en tête et maintenant, que demandez-vous en urgence? Et ici, j'attends encore une seule réponse. Je vous propose A, une coronarographie, B, un scanner injecté, C, un cycle de troponine, D, une radiographie de thorax, E, un avis psychiatrique. Vous pouvez faire pause et je vous donne les réponses tout de suite. La réponse attendue était une coronarographie et non un scanner injecté. Pas de cycle de troponine avec l'ECG qualifiant qui est déjà à notre disposition, ainsi que la troponine, même si elle était négative, ça n'aurait rien changé à notre prise en charge, et de toute façon elle n'aurait pas été négative. Une radiographie de thorax n'aurait pas apporté grand-chose de plus, et l'avis psychiatrique n'est absolument pas considéré en urgence, puisqu'il faut régler les problèmes somatiques, et en plus de ça, le patient est stuporeux. Nous arrivons à la dernière question, et elle n'est pas si simple, alors méfiez-vous. Qu'attendez-vous de cet examen, donc à savoir la coronarographie que vous avez demandée? La proposition A, une occlusion coronaire droite. B, une occlusion coronaire de la circonflexe. C, une ballonisation ventriculaire. D, une coronarographie normale, donc un examen normal. Et réponse ou proposition E, un test méthergin positif. Faites pause, la question est un peu plus compliquée celle-là, et je vais vous donner les réponses. Alors c'était la réponse, et la réponse c'était une coronarographie normale dans ces cas-là. L'occlusion coronaire droite, non, si toutefois il devait y avoir une occlusion, ce serait éventuellement l'interventriculaire antérieure. La ballonisation ventriculaire peut se voir en cas de Takotsubo. Alors oui, il faut considérer ce diagnostic comme possible, mais ce n'est pas la présentation typique, même si effectivement ça peut en donner, c'est un stress aigu, hein, mais c'est principalement plutôt la femme un peu plus âgée avec un cas de stress et des modifications ECG qui sont différentes. Le test méthergin positif peut se trouver, effectivement, peut se retrouver en cas de vasospasme. Néanmoins, le test est contre-indiqué dans ce cas-là, puisque il y aura il y a un patient qui a une douleur thoracique avec un choc cardiogénique et on ne peut pas, on ne doit pas injecter cette molécule qui est dérivée de l'ergot et donc qui va provoquer une vasoconstriction de la coronaire dans laquelle on va injecter ce produit. Et pourquoi faire ce test? Eh bien, ça permet de démasquer les spasmes éventuels. On fait ça généralement à distance. Donc, surtout pas dans le caractère, en cas en aigu, on ne fait pas de test au méthergin, même si effectivement il pourrait être positif dans ce cas-là, sur la prise de cocaïne chronique.
On peut retrouver d'autres antécédents notables comme ce qui sont souvent cités, la migraine ou le syndrome de Raynaud ou l'asthme par exemple. Et il faut arrêter les traitements vasoactifs, en tout cas 48 heures avant la coronarographie. Et comme je vous l'ai dit, hein, c'est bien sûr contre-indiqué en cas d'infarctus aigu ou bien de même de maladie vasculaire périphérique sévère ou d'hypertension artérielle sévère, en cas d'allergie bien sûr, et en cas de grossesse. Donc le test méthargien peut être positif, oui, mais contre-indiqué dans ce cas de phase aiguë de l'infarctus. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'était le cas, ne manquez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ne manquez pas non plus de regarder les autres vidéos de la série de catastrophes, de lâcher un pouce bleu et de partager cette vidéo à vos amis. Il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous et de vos patients, bien sûr.